Donc je remercie Monsieur le docteur Sastre-Garot d'avoir accepté cette invitation et de faire cette visioconférence parmi nous. Bien, merci. Et je tiens d'abord à remercier M. Guédon, dont l'initiative me permet d'être parmi vous aujourd'hui et d'être en communication avec vous sur un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de pas mal travailler depuis que je suis à l'Institut Curie, depuis plus de 25 ans maintenant, et qui concerne les néoplasies du col utérin et leur rapport avec un agent infectieux, les papillomavirus humains. Comme vous le savez, les néoplasies du col utérin sont extrêmement fréquentes dans le monde. Elles ont trois particularités majeures. La première, c'est d'atteindre un organe, le col de l'utérus, qui est relativement facilement visualisable par un examen simple, qui est la colposcopie. La deuxième particularité qu'il faut souligner, c'est que le cancer du col utérin est précédé par une phase de précancer de longue durée, qui dure en moyenne 10 ans, parfois plus, et qui donc fait que ces lésions précancéreuses peuvent être dépistées par un examen qui est relativement simple, qui est le frottis cervico-utérin. Et puis la troisième caractéristique qui va nous occuper beaucoup ce matin, c'est le fait que ces néoplasies sont dues dans l'immense majorité des cas à un virus, les papillomavirus humains, et l'identification de ce virus, il y a une trentaine d'années, a beaucoup permis de faire avancer les connaissances dans le domaine et est en train de changer la pratique médicale. Et il y a un certain nombre d'angles de vue qui aujourd'hui apparaissent et que je voudrais essayer de faire ressortir. Donc, au cours de cet exposé, je voudrais d'une part mettre en avant quelques aspects pratiques qui permettent de bien comprendre les choses et puis de vous donner des faits médico-scientifiques, d'observation qui vous permettent de prendre du recul par rapport justement à ces avancées dont on parle beaucoup dans le monde actuellement, et en particulier, ce sera la fin de mon exposé, la question de la vaccination prophylactique des infections par les papillomavirus, et qui est donc une ouverture majeure. Mais il y a d'autres aspects, bien sûr, qui seront abordés au cours de cet exposé. Alors d'abord, pour entrer en pratique dans le vif du sujet, je voudrais, avec quelques diapositives, introduire cette notion de néoplasie et d'abord vous montrer l'organe lui-même tel qu'il est visualisable en colposcopie. Donc vous savez ce que c'est qu'un colposcope, une loupe binoculaire, une fois qui permet de visualiser le col quand la patiente est en position gynécologique. Et donc le col de l'utérus a une partie externe, que vous voyez ici, qui est constituée par une muqueuse malpighienne, une partie interne, l'endocole, qui est constituée par une muqueuse glandulaire, et on voit ici des petites papilles qui correspondent à cette muqueuse glandulaire, et puis entre ces deux types de muqueuses, à la jonction entre l'épithélium malpighien, l'épithélium pavimenteux et l'épithélium glandulaire, eh bien, il y a ce qu'on appelle la zone de jonction, qui est cette petite ligne blanche que vous pouvez percevoir ici. Eh bien, les colposcopistes ont montré que dans l'immense majorité des cas, les néoplasies du col de l'utérus débutent à cette zone de jonction entre l'épithélium malpighien et l'épithélium glandulaire. Vous voyez cette zone de jonction au microscope maintenant, avec ici l'épithélium malpighien exocervical, cet épithélium malpighien qui est de même type au niveau du vagin et au niveau de la vulve, et puis vous avez ici l'épithélium glandulaire, qui est un épithélium cylindrique régulier. Bien, la zone de jonction, qui est visible avec cette zone blanche, est ici. Alors pourquoi est-ce que les néoplasies débutent à la zone de jonction? Eh bien, l'explication a été fournie donc ces dernières années, c'est parce que à cette zone de jonction sont présentes des cellules souches qui ont la capacité de se différencier soit en épithélium malpighien, soit en épithélium glandulaire, et qu'il y a ici une zone de fragilité qui fait que le virus peut atteindre ces cellules souches, et c'est très vraisemblablement l'explication qui en est proposée aujourd'hui, l'infection des cellules souches situées à la jonction entre l'épithélium pavimenteux et l'épithélium glandulaire qui
va être l'initiation d'un processus, mais encore une fois, qui est un processus de longue durée. Alors, si j'ai parlé du frottis cervico-utérin, donc au cours de ce frottis, si certaines cellules apparaissent anormales, la patiente va pouvoir bénéficier d'un examen qui est la colposcopie, qui permet de voir les lésions. Et ça, c'est une chose importante, c'est que si on suspecte un précancer, la lésion est visible, on peut en définir sa topographie et la traiter. Voici donc les trois aspects qui sont visualisés par le colposcopiste pour bien faire ressortir les lésions et la topographie. Sans préparation, quand on regarde simplement le col, on voit une simple zone érythémateuse, rouge, et ça n'est pas spécifique, mais le colposcopiste réalise deux examens. Il applique sur la muqueuse utérine une solution d'acide acétique qui va faire blanchir des lésions néoplasiques, pré-néoplasiques. Et vous voyez cette zone blanche, là, périorificielle, qui est extrêmement caractéristique. Et puis, le deuxième examen qu'il va réaliser, c'est qu'il applique une solution d'iode, le Lugol, et un col normal, la muqueuse exocervicale normale, prend l'iode, elle devient très marron, alors que la zone qui est anormale ne prend pas l'iode, elle reste claire, ce qui fait que le colposcopiste va pouvoir faire une biopsie en dirigeant bien son prélèvement sur l'endroit qui lui paraît anormal. Et puis, autre chose importante qu'il fait, c'est qu'il regarde où est est-ce qu'il voit encore la zone de jonction. En général, elle est à ce moment-là loin dans l'endocole. Donc, s'il fait une biopsie, par exemple, à la jonction entre les deux types d'épithélium, voici ce qu'il observe. Ici, c'est sur la partie néoplasique, et là, la partie épithélium normal, et vous comprenez tout de suite, en voyant d'abord bien la limite qu'il y a entre cette zone anormale et cette zone normale, pourquoi est-ce que l'acide acétique va faire blanchir les lésions. L'acide acétique coagule les protéines. Vous voyez, il y a une densité cellulaire qui est très importante, donc c'est ce qui va faire apparaître la muqueuse anormale en blanc, et puis le Lugol, lui, va colorer le glycogène. Il y a beaucoup de glycogène dans un épithélium normal, il y en a très peu ici, et ceci explique les aspects colposcopiques. Donc, il fait une biopsie qui va permettre de caractériser au plan histologique les lésions, et comme vous le savez, les histopathologistes classent les lésions en deux types, les néoplasies intraépithéliales de bas grade et celles de haut grade, la différence étant le niveau au niveau duquel sont observées les cellules anormales. Et dans les lésions de bas grade, eh bien, le critère, c'est que les cellules anormales, c'est-à-dire des cellules dont le noyau est un peu volumineux, hyperchromatique, restent cantonnées au tiers inférieur de l'épithélium. Alors que les lésions de haut grade, eh bien, ces cellules anormales peuvent concerner plus du tiers de l'épithélium, et éventuellement, comme sur cette image ici, toute la hauteur de l'épithélium. Ceci est extrêmement important, cette classification, parce que dans l'attitude médicale, on ne fait qu'une surveillance des lésions de bas grade, on ne les traite pas, alors qu'il faut pratiquer l'exérèse des lésions de haut grade pour prévenir le développement éventuellement d'un carcinome infiltrant. Alors, un mot maintenant pour introduire les papillomavirus humains, et on reviendra dans un deuxième temps sur l'histoire naturelle des néoplasies. Donc, les papillomavirus humains ont été identifiés à la fin des années 70, et on connaît aujourd'hui leurs grandes caractéristiques. Ce sont des virus dont le génome est constitué d'une molécule d'ADN qui est circulaire, c'est un chromosome annulaire qui fait environ 8 kilobases. Il y a un très grand nombre de génotypes de papillomavirus humains, on en connaît plus de 200. La plupart infectent la peau ou parfois les muqueuses. Dans l'immense majorité des cas, ils sont responsables de lésions bénignes, telles que les verrues cutanées par exemple. Mais un petit nombre d'entre eux ont un potentiel oncogène, soit des papillomavirus qui peuvent infecter la peau, c'est l'HPV5, et puis un certain nombre, il y a une vingtaine de papillomavirus qui ont la capacité d'infecter les muqueuses anogénitales, et on le verra, qui ont un pouvoir oncogène. Voici une représentation, une photo du génome d'un papillomavirus humain, qui est donc, vous voyez, une molécule circulaire et qui est contenue dans une capside protéique qui fait environ
55 nanomètres. Un mot sur l'organisation de ce chromosome viral, pour simplement dire qu'il y a une zone de régulation de l'expression de ce génome viral, et puis juste en aval de cette zone de régulation, il y a deux oncogènes viraux, l'oncogène E6 et l'oncogène E7, dont les protéines ont la capacité d'interagir avec le contrôle du cycle cellulaire et d'induire une certaine instabilité génétique. Donc c'est par l'expression de ces deux gènes que les papillomavirus vont exprimer leur pouvoir pathogène. Je voudrais aussi signaler le gène E2 qui a des fonctions de régulation négative. La protéine de ce gène E2 a la capacité d'interagir avec la région de régulation et de ralentir le niveau d'expression. Et puis, les protéines L2 et L1 sont des protéines constitutives de l'enveloppe du virus. Alors, je voudrais passer un peu de temps sur ce diagramme que j'ai repris d'une publication et qui est très important à comprendre pour bien avoir intégré l'histoire naturelle des néoplasies du col utérin liées au papillomavirus. Ici, vous avez en abscisse le temps, l'âge moyen des femmes de 15 à plus de 45 ans, et puis en ordonnée la fréquence des événements biologiques, je dirais. Et vous avez en rouge ici la fréquence de l'infection par les papillomavirus. Et vous voyez que entre 15 et 20 ans, ces infections sont extrêmement fréquentes. Voyez, et on dit que la plupart des femmes rencontrent des papillomavirus au cours de leur vie, à partir du moment où elles démarrent leur activité sexuelle. Mais l'infection par les papillomavirus régresse spontanément dans l'immense majorité des cas. C'est une infection virale bénigne, commune. Le système immunitaire a la capacité de faire régresser cette infection. Et la durée moyenne de l'infection, on l'a montré par des études prospectives, est d'environ 8 mois. En 6 à 8 mois, dans l'immense majorité des cas, après l'infection par les papillomavirus, qu'ils soient oncogènes, potentiel oncogène ou pas potentiel oncogène, eh bien l'infection guérit spontanément. Et puis vous avez, dans un certain nombre de cas, eh bien l'infection, voyez, va être persistante. C'est-à-dire que le virus est présent, on peut le mettre en évidence par des prélèvements et par des analyses biologiques spécifiques, mais il n'y a pas de lésion encore visible au niveau de l'épithélium, au niveau du col utérin. Eh bien, on sait que c'est la persistance de l'infection qui est le facteur de risque majeur de développer ensuite une néoplasie intraépithéliale. Et vous voyez qu'il y a donc un délai entre cette infection persistante, dont la fréquence est faible par rapport à la fréquence des infections aiguës, et il y a un certain délai qui précède l'apparition du précancer. Mais le précancer, vous voyez, se situe plutôt dans la tranche d'âge de 30 ans. Vous voyez, le pic de fréquence des néoplasies intraépithéliales, c'est une trentaine d'années. Et là encore, je voudrais insister sur le fait que d'avoir une néoplasie intraépithéliale n'implique pas qu'il y aura inéluctablement le développement vers un cancer. C'est même l'inverse. Et en particulier pour les néoplasies intraépithéliales de bas grade, qu'on peut rencontrer ici, eh bien, dans 2/3 des cas, plus de 60% des cas, ces lésions, ces deux précancéreuses, régressent spontanément. Et c'est pourquoi l'indication est de ne pas traiter les néoplasies intraépithéliales de bas grade. Les lésions de haut grade, que j'ai montrées tout à l'heure, les CIN3, comme on dit, peuvent également régresser. On estime environ le tiers des cas, les lésions de haut grade qui peuvent régresser spontanément. Et si elles ne régressent pas, donc une lésion de néoplasie intraépithéliale de haut grade qui est présente, eh bien, va progressivement, après un temps, mais qui est un temps prolongé, se transformer et donner naissance à un carcinome infiltrant. Mais le temps de latence entre la néoplasie de haut grade, vous voyez, en moyenne de 30 ans, et puis le carcinome infiltrant qui commence véritablement à 40 ans, l'âge moyen est autour de 45 à 50 ans en France, mais il y a au moins une quinzaine d'années entre le développement des néoplasies de haut grade et le carcinome infiltrant, ce qui fait que pendant ce temps, eh bien, il est possible de dépister la lésion par le frottis cervico-utérin et de traiter la lésion au stade intraépithélial avant que la patiente, qu'elle ait évolué vers le stade de carcinome infiltrant. Donc cette compréhension
du décalage qu'il y a entre l'infection et le cancer. L'infection se fait à 20 ans et le cancer est à 50. Vous voyez, elle est importante à bien concevoir. Et d'autre part, je voudrais tout de suite le dire que si on a dans l'idée de faire un dépistage des précancers, non pas par le frottis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais par la détection de certains types de virus, eh bien vous voyez tout de suite que c'est pas du tout indiqué de le faire chez les patientes très jeunes, parce que vous trouvez des infections alors qu'il n'y a pas de lésion, donc de vouloir faire n'est-ce pas, une détection primaire par la virologie chez des femmes de moins de 20 ans, ça n'a aucun sens, alors que si vous faites une détection par la virologie chez les patientes plus âgées, ça peut avoir une certaine pertinence, parce qu'à ce niveau-là, les infections primaires sont beaucoup moins fréquentes que chez les femmes plus jeunes, alors que les néoplasies sont plus fréquentes. Donc on a c'est beaucoup plus rentable, disons, de faire un dépistage par virologie chez une personne de plus de 30 ans que chez une personne de moins de 25, par exemple. Alors, qu'est-ce qui fait que les lésions régressent? Et ça, c'est un point qui est très peu connu. Une néoplasie intravaginale qui est en place, elle a la capacité de régresser, et là, il y a je dirais, une inégalité devant les choses, devant la réalité. Il y a certaines patientes chez lesquelles la lésion va régresser, et puis d'autres chez lesquelles elle ne va pas régresser. Bon, le type de virus peut jouer un rôle. Dans une étude que nous avions faite, nous avions montré que la régression due aux 16-18, qui sont ceux dont le poids oncogène est plus élevé, était de 20%, alors que pour les autres types, elle était de 50%. Il y a la génétique, le système immunitaire, bien sûr, joue un rôle, c'est un facteur immunologique, et puis il y a aussi des facteurs environnementaux. Mais là, donc, c'est une histoire qui est plurifactorielle, comme on dit, où il y a plusieurs acteurs qui sont en jeu. L'hôte, bien sûr, par ses facteurs immunologiques et génétiques, le virus, et puis des facteurs environnementaux. Mais c'est la même chose pour la régression de l'infection elle-même. C'est certainement des facteurs immunologiques qui font que certaines infections régressent spontanément dans la majorité des cas, puis un petit nombre de patientes vont présenter une infection persistante. Alors, quand on est au stade de carcinome infiltrant, maintenant, et si on fait une analyse des types de virus qu'on va trouver, quelles conclusions est-ce qu'on peut sortir? Et nous avons fait à l'Institut Curie une étude assez large qui concerne plus de 500 cas de cancer du col qui ont été suivis pendant presque 10 ans, et nous avons comparé les données cliniques et les données virologiques sur cette grande série de cas en essayant de faire de la virologie avec les moyens les plus sophistiqués qui étaient à notre disposition. Première constatation, c'est que vous avez 96% de cancers du col qui sont associés à des papillomavirus, mais vous en avez encore 4%, même en faisant la recherche la plus approfondie possible, pour lesquels il n'y a pas de virus détectable. Donc, vous voyez, il existe des cancers du col qui ne sont pas associés à des papillomavirus, en tout cas, qui ne sont pas détectables avec les techniques d'aujourd'hui. C'est un point important à avoir encore à l'esprit si on veut faire du dépistage par la virologie. Vous voyez. Deuxièmement, quelle est la fréquence? Je vous ai dit qu'il y avait une vingtaine de types, il y en a même plus, vingtaine de types de virus qu'on peut trouver associés aux néoplasies cervicales. Eh bien, il y en a deux qui se taillent la part du lion, l'HPV de type 16 et l'HPV 18, qui, à eux deux, représentent 70% qu'on retrouve dans 70% des cancers. Et comme vous le savez, la vaccination prophylactique, qui est actuellement sur le marché, est une vaccination qui protège contre ces deux types de virus, 16 et 18, donc est efficace dans sa protection dans 70% des cas, mais il reste les autres, n'est-ce pas? Et les autres, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'y a pas la fréquence tombe brutalement. Vous voyez, c'est peut-être 4% pour HPV 45, en tout cas en France. La distribution est différente dans d'autres pays, mais après, c'est à chaque fois 2%, 1%. Vous voyez ici tout un groupe qui a un 4%, et puis HPV qu'on appelle X, parce qu'on sait qu'il y a des séquences virales sans l'avoir génotypé exactement, eh bien une dizaine de pourcents, mais là, il y a une dizaine de grands types, un nombre de types importants. Donc, vous voyez, une grande dispersion des HPV qui, avec une fréquence beaucoup moindre, mais ont la capacité d'être associés à des néoplasies cervicales. La deuxième chose que nous avons regardée, c'est si on compare l'histologie et le type de virus, et je le signale parce que c'est quand même important à percevoir, c'est que ici vous avez les carcinomes malpighiens et là les adénocarcinomes. Eh bien, il y a un point remarquable, c'est que l'HPV de type 18 est plus fréquemment associé aux adénocarcinomes qu'aux carcinomes malpighiens. 40% des adénocarcinomes, alors que l'HPV 16 est à 30%. Donc il y a un lien
entre HPV-18 et les carcinomes glandulaires, et ceci est expliqué par le fait, ça a été montré dans certains modèles expérimentaux, que l'HPV-18 a la capacité d'infecter les cellules glandulaires, de l'épithélium glandulaire du col que je vous ai montré sur la première diapositive. Et puis l'autre chose que nous avons pu remarquer, c'est que l'âge moyen des patientes était différent en fonction du type de virus. Vous voyez, là je les ai classés en fonction de l'âge, et bien les cancers associés à HPV-18 surviennent chez des femmes qui sont plus jeunes, 45-8 ans, que celles qui sont associées à HPV, aux autres types d'HPV. Bon, c'est 48,3 pour HPV-16 et puis 48,6 pour HPV-45. 53 ans en moyenne pour les autres types, ou 52 pour les HPV-X, et puis, vous voyez, 62 ans en moyenne pour les 21 cas de cancer du col sans HPV détectable, ce qui me laisse penser que c'est véritablement une forme anatomoclinique particulière. Je crois, je suis convaincu qu'il y a un petit nombre de cancers du col qui surviennent chez les femmes plus âgées et qui ne sont pas liés à des séquences de papillomavirus humain. Dernier point sur les cancers infiltrants et les types d'HPV, c'est que si on regarde le pronostic du cancer du col en fonction du type, eh bien les 16, 18, 45 qui surviennent chez les femmes un peu plus jeunes ont un pronostic un peu moins bon que celui qui est associé aux autres types de papillomavirus, et ceci pour la même raison. Donc ces cancers-là sont dus à des virus dont le pouvoir oncogène est plus faible, donc probablement la lésion reste plus longtemps au stade intraépithélial. C'est pourquoi on la détecte chez des femmes un peu plus âgées. Eh bien, ces lésions-là aussi vont mieux répondre au traitement. Donc le pronostic est un petit peu meilleur chez ces patientes qui présentent une lésion qui est associée à un autre type de virus que ceux dont le pouvoir oncogène est élevé. Je voudrais, à ce stade aussi de l'exposé, dire une chose, c'est que ces virus, même ceux qui sont 16-18, les papillomavirus, d'une manière générale, sont nécessaires pour le développement des carcinomes dans la grande majorité des cas, mais ne sont pas suffisants. C'est-à-dire que, par des modèles expérimentaux, si on veut transformer des cellules, on ne peut pas les transformer par simplement l'infection virale. Il faut d'autres événements génétiques, et l'hypothèse qui est avancée avec un certain nombre d'arguments, c'est que, je vous ai dit que pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, les lésions étaient au stade intraépithélial, il y a très vraisemblablement des événements génétiques surajoutés qui font que le cancer infiltrant va se développer. Donc le virus est là pour initier les choses, immortaliser les cellules, leur donner le développement d'une lésion intraépithéliale, mais il faut après d'autres événements. Je le dis parce que c'est important pour les patientes, ce n'est pas parce qu'on a trouvé HPV-16 au niveau d'un prélèvement gynécologique que c'est tout de suite une catastrophe et un danger pour la patiente. Alors maintenant, on va s'enfoncer un petit peu dans la biologie de ces lésions. Je voudrais illustrer très brièvement des données sur le transcriptome, et je passerai un petit peu de temps sur l'intégration, d'une part parce que c'est mon sujet, mais aussi parce que je pense que ça peut être important pour le suivi des carcinomes infiltrants. Je vais essayer de l'illustrer dans les quelques minutes qui viennent. Bon, le transcriptome, vous savez, c'est toute cette technique d'analyse à haut débit des néoplasies. C'est fait énormément dans les cancers du sein, par exemple, et vous devez savoir qu'il y a une classification moléculaire des cancers du sein qui est en train de supplanter la classification histopathologique. Et la question que nous nous sommes posée, c'est est-ce que dans les cancers du col, il y a la même variété au niveau moléculaire que dans les cancers du sein, par exemple? Et en particulier, est-ce que les altérations des cellules sont différentes selon le type de virus qui est en cours? Et nous avons fait une analyse d'une cinquantaine de cas de cancer du col, et nous n'avons vu aucune différence entre ces cas, si ce n'est qu'une différence dans le pattern d'expression, comme on dit, dans le type de messagers qui sont exprimés en fonction du type histologique. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un pattern différent pour les adénocarcinomes et pour les carcinomes alpiniens. Mais il n'y a pas de différence, par exemple, entre HPV-16 et HPV-18, et puis, au sein d'une lésion donnée, on ne voit pas de sous-groupe moléculaire, comme on en voit dans les cancers du sein. Par contre, ce qu'on avait aperçu, c'est qu'il y avait un certain nombre de gènes qui étaient dérégulés ensemble et peut-être associés au pronostic. Et ce sont des gènes qui sont des gènes liés à la prolifération cellulaire. Et quand on a comparé le niveau d'expression de ces gènes, ici j'en ai listé une vingtaine, en bleu ils sont peu exprimés, en rouge ils sont fortement exprimés, avec les gènes viraux qui sont présents dans la cellule, ici E7, qui est donc peu exprimé dans certaines lésions
fortement exprimé dans d'autres, eh bien on voit qu'il y a un lien, et que plus le virus est exprimé, plus ces gènes de prolifération sont exprimés. Donc on voit bien que là, le virus, quand il est présent dans la cellule, c'est un acteur. Il n'est pas seulement présent au niveau pour initier les lésions au départ, mais même au stade de carcinome infiltrant, il joue un rôle, et ces protéines virales jouent un rôle sur la prolifération. Alors ceci s'explique. Il y a des modèles in vitro qui ont permis de comprendre que la protéine E7, par exemple, a la capacité d'inhiber le gène du rétinoblastome, et ce gène est un frein de la prolifération cellulaire. Donc quand il n'est plus présent, bien, la cellule va se mettre à proliférer, et je le signale, c'est important parce qu'il y a un effet de rétrocontrôle sur un gène qui s'appelle P16 et dont on entend beaucoup parler dans la littérature, et on dit quand P16 est surexprimé, eh bien la lésion est liée à un papillomavirus humain oncogène. C'est vrai, mais très indirectement. Vous voyez que c'est simplement un phénomène de rétrocontrôle et que si RB est inactivé, la P16 va être surexprimée, mais ça n'est pas spécifique du virus. Ça peut être tout à fait n'importe quel autre mécanisme qui va vous inhiber RB, va faire que P16 va être surexprimé. Je le dis parce qu'il y a énormément de travaux qui suggèrent qu'on pourrait utiliser ce marqueur, la P16, dans les dysplasies pour essayer de voir celles qui sont de haut grade et celles qui sont de bas grade. C'est à mon avis très peu spécifique. Ça veut simplement dire qu'il y a une prolifération qui est élevée. Vous pouvez avoir n'importe quel paramètre qui évalue la prolifération et vous aurez une information du même ordre. Alors un mot maintenant sur l'intégration. Donc j'ai dit que le virus était présent dans les cellules. Oui, mais peut-être je voudrais à ce niveau-là attirer votre attention sur un fait, c'est que l'état physique du virus est très différent selon le type de lésion. Dans les lésions bénignes ou les lésions intraépithéliales, le génome du virus, ce chromosome que je vous ai montré en début de l'exposé, est présent dans le noyau des cellules, sous une forme qu'on dit libre ou épisomale. Et il va se multiplier dans la cellule, dans le noyau de la cellule, au fur et à mesure que la cellule va se différencier, qu'elle va monter dans l'épithélium. Et ensuite, les protéines virales vont s'exprimer, le virus s'encapside et le cycle viral peut reprendre. Dans les carcinomes infiltrants, quand on a passé le stade de néoplasie intraépithéliale, l'état physique du génome viral a changé. En général, il y a peu ou moins de copies libres. Et puis, il y a un phénomène qui s'est produit, c'est que les génomes viraux sont intégrés dans le génome cellulaire. Vous avez ici une analyse chromosomique d'une plaque métaphasique de carcinome du col que le docteur Couturier a analysé. Et bien, par des techniques d'hybridation in situ, on peut localiser les génomes viraux. Et vous voyez que vous avez ici ces deux petits points jaunes qui correspondent à l'insertion du génome viral, mais plus exactement d'une partie du génome viral dans le génome cellulaire. Et je dis une partie parce que, en général, il est coupé ici au niveau de E2 et souvent il est coupé aussi au niveau de L1 et L2. Vous voyez, donc il y a une perte d'une partie du génome viral et puis il est inséré et de chaque côté vous avez de l'ADN cellulaire. Et donc quand on dit qu'un cancer du col est lié à un virus, c'est un abus de langage, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de multiplication. Les pathologistes ont cherché pendant des années par microscopie électronique si on voyait un virus dans le cancer du col, on n'en voit pas, il n'y a pas de production de virions, mais il y a la trace d'une infection ancienne qui s'est produite 10 ou 15 ans avant et qui est cette séquence d'ADN viral qui est intégrée dans le génome cellulaire. Or, cette étape d'intégration, elle est rare, on peut la voir, mais c'est rare dans les dysplasies, elle est très fréquente dans les cancers infiltrants. Et la question que nous nous sommes posée, ça fait partie de notre thématique de recherche, c'est est-ce que quand le virus s'intègre dans le génome cellulaire, est-ce que ça va abîmer quelque chose? Est-ce qu'il y a là des séquences cellulaires qui sont importantes pour l'oncogénèse, pour le développement des tumeurs, et qui peuvent être activées ou inactivées par l'insertion? Pour cela, nous avons analysé une quarantaine de cas de cancer infiltrant associés à HPV-16 HPV-18 en faisant une approche combinée. Déterminer les sites d'insertion, savoir où c'est dans le génome, et puis analyser la structure du génome par les techniques d'hybridation génomique comparative. Et ces techniques d'hybridation génomique, vous en avez sans doute entendu parler, ça consiste à peser
l'ADN, la quantité d'ADN, point par point, avec par exemple 250 000 points sur l'ensemble du génome, et de voir s'il y a une quantité d'ADN normale. Et le logiciel vous répond que si la quantité d'ADN est normale, eh bien la couleur est en jaune, et vous voyez à chaque fois c'est un point, c'est-à-dire qu'il a mesuré ici, mesuré là, etc. Et il vous donne un diagramme comme ça, il vous dit, et donc là, c'est en jaune. S'il y a une quantité en excès, ça va être en rouge, et s'il en manque, ça va être en vert. Et bien donc on fait cette analyse-là, et puis on localise le site d'insertion ici, et puis on regarde ce qui se passe, est-ce que ça bouge. Et ici c'est une cartouche, vous voyez, au site d'insertion. Et bien dans 2 tiers des cas, il n'y a pas de modification de la structure. Vous voyez ici, eh bien la quantité d'ADN est normale. Mais dans 1 tiers des cas, il y a une altération. Et la plus fréquente, c'est l'amplification. Vous avez ici l'insertion, eh bien tout à côté de l'insertion, ou centré par l'insertion, vous avez une amplification du matériel génétique. C'est-à-dire que là où le virus est centré, le virus est intégré, le matériel génétique s'est dupliqué, une amplification locale. Et puis ce qu'il arrive, aussi dans un certain nombre de cas, 8 fois sur 42, vous avez une perte. Le virus s'insère là, et puis tout ce qui est en aval, par exemple, eh bien, a été perdu. Vous voyez. Et donc, je peux représenter ça sur ce diagramme pour vous montrer ça. Par exemple, ici, vous aviez une perte. Le virus est inséré ici, à l'extrémité du bras long du chromosome 2. Eh bien, tout le reste du matériel génétique, le fragment, le bout du chromosome a été perdu. Et ce qui nous a particulièrement frappé, c'est qu'il y avait un certain nombre de cas où l'intégration était récurrente. On trouvait, vous avez ici 7 cas pour lesquels l'intégration était à l'extrémité du bras long du chromosome 8, et assez souvent, il y avait des amplifications. Vous voyez, quand j'ai représenté sous la forme d'un petit rectangle, c'est-à-dire qu'il y a une amplification, et donc il se produit quelque chose dans ce site récurrent, qui est l'extrémité du chromosome 8, site au niveau duquel il y a l'oncogène sémique. Eh bien, nous avons eu l'occasion d'analyser cela de façon un peu approfondie en collaboration avec quelqu'un de l'Institut Pasteur, et à montrer, vous voyez, ça, vous pouvez visualiser la fibre d'ADN elle-même ici, et en l'allongeant, en la peignant, et en l'étalant sur une lame de verre, et quand on hybride avec à la fois la séquence virale et la séquence demique, eh bien on voit que c'est très proche, que les séquences virales et les séquences demiques sont contiguës, qu'elles sont répétées, 9 à 10 fois. C'est ça qui explique, donc c'est la représentation, mais c'est pas une représentation, c'est la visualisation du motif d'amplification et de co-amplification d'une séquence virale et d'une séquence cellulaire oncogène, et dont le niveau d'expression, on l'a montré dans cette série de cas, dont le niveau d'expression est plus élevé que dans les cas qui n'ont pas d'insertion à ce niveau. C'est tout ça pour vous dire que dans un certain nombre de cas, on l'estime environ 10 à 15% des cas, eh bien l'insertion, l'intégration par elle-même joue un rôle dans le processus tumoral par amplification ou par inhibition, je ne le montre pas, mais on a quelques observations récentes qui le suggèrent, par inhibition de certains gènes impliqués dans le processus tumoral. Dans 10% des cas, donc je vous le dis, il s'agit du gène MYC. Maintenant, ça c'est très intéressant pour la compréhension de la mécanique, mais est-ce que ça peut servir à quelque chose? Et je voudrais là vous présenter les résultats d'un travail que j'ai présenté la semaine dernière au Congrès international des papillomavirus à Berlin, en insistant d'abord sur le fait que cette intégration donc, est une mutation par insertion, et qu'elle est spécifique pour chaque patiente. Dans la majorité des cas, il y a un seul site d'intégration, dans plus de 80%. Quelquefois, il y en a 2, dans 15% des cas, et puis beaucoup plus rarement, il y en a 3. Et c'est un réarrangement qui est clonal, qui est stable au cours du temps. Et c'est donc un marqueur moléculaire qui est très spécifique de l'ADN tumoral. Et maintenant, une des choses, des phénomènes qui a été décrit assez récemment, c'est que dans le sang circulant des patients ou des patientes qui sont porteurs de tumeurs, eh bien, il y a des acides nucléiques tumoraux circulants, l'ADN tumoral circulant. Il y a une revue assez récente qui est très détaillée sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'ADN tumoral qui circule? Eh bien, probablement parce que cet ADN tumoral a été relargué dans le micro-environnement tumoral à la suite de remaniement de nécrose ou d'apoptose. Il est ensuite assez rapidement éliminé par le foie et par le rein. Et puis, des travaux ont montré que la quantité d'ADN tumoral était proportionnelle à la masse tumorale, ce qui fait que c'est un marqueur potentiel de la dynamique tumorale. Bien sûr, il faut connaître, pour l'identifier dans le sang circulant, il faut connaître une altération moléculaire spécifique.
Eh bien justement, l'intégration, je le dis, est une altération moléculaire spécifique qui nous permet de rechercher cet ADN tumoral circulant. Donc, on s'est posé la question et on a pu retrouver 9 cas de cancer du col utérin associés à HPV-16 pour lesquels on avait déterminé le site d'insertion, c'est 9 parmi les 42 dont j'ai parlé tout à l'heure, mais pour lesquels on avait gardé dans la banque d'ADN un prélèvement de sérum. Dans 9 cas, on avait un prélèvement de sérum, et puis dans 2 de ces 9 cas, on avait des sérums itératifs qui avaient été pris de façon itérative au cours du temps durant l'évolution de la maladie. Donc on a pu rechercher l'ADN tumoral, à la fois en utilisant les amplimères qui étaient situés de part et d'autre de la jonction. Donc si vous trouvez ce motif dans le sang circulant, c'est vraiment que vous avez de l'ADN tumoral. Et puis on a regardé aussi si on trouvait de l'ADN viral circulant. Et donc voici les résultats de cette analyse. Vous avez ici 9 cas. L'insertion, la mutation insertionnelle est dans des locus différents. Ici, ce qu'on appelle la charge virale, c'est la quantité d'ADN viral qu'on trouve dans chaque prélèvement et qui est variable selon les patients parce qu'il y a une amplification qui est plus ou moins marquée et puis il y a des séquences d'ADN libres qui sont éventuellement présentes. Et bien là, j'ai classé les tumeurs par stade clinique, la classification FIGO du stade 1, vous avez 2 cas jusqu'au stade 4, et puis par la taille tumorale de 10 mm à 74 mm pour la plus importante. Et bien quand on cherche l'ADN tumoral dans ces prélèvements, vous voyez, eh bien on l'a trouvé ou de l'ADN viral, on le trouve dans tous les cas, sauf dans les 2 premiers qui correspondent aux tumeurs de plus petit stade. Vous voyez, donc ça veut dire qu'à partir du moment où une tumeur a une certaine taille, supérieure à 15 mm, peut-être de 20 à 25 mm, on trouve chez les patientes, au moment du diagnostic, et ceci est une étude rétrospective, ce sont des sérums qui avaient été gardés depuis plus de 10 ans, eh bien on trouve de l'ADN tumoral circulant. Et puis je vous ai dit qu'il y avait 2 patientes chez lesquelles on avait des prélèvements itératifs, ce qui nous permet de voir quelle est la dynamique. Et vous avez au moment du diagnostic une certaine quantité, l'ADN est exprimé en picogrammes par 200 microlitres, on voit que ça diminue au cours du traitement, ici c'est la phase de traitement, ça diminue au cours du traitement, ça s'annule à la fin du traitement, puis lors de la première récidive, on en trouve de nouveau, et puis quand la patiente récidive, on en trouve encore des quantités importantes. Et la même chose est dans le 2e cas, vous voyez, où vous avez une diminution de la quantité d'ADN tumoral circulant au cours du traitement, et puis chose importante, c'est que la patiente était suivie et la radiologie était normale, en tout cas restait inchangée. On a vu la réapparition et même l'accroissement d'ADN tumoral circulant, et quelques mois plus tard, la patiente a fait une récidive avec une carcinose massive, et des grandes quantités d'ADN ont été mises en évidence. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, je crois que ça nous ouvre la possibilité d'essayer de traiter ces patientes très précocement. C'est-à-dire que le pronostic des cancers du col qui récidivent est extrêmement sombre. Le décès, c'est la règle. Or, il faut essayer d'arriver très tôt, lorsque la maladie a une masse tumorale faible, pour espérer être efficace, et être efficace avec une thérapeutique innovante. Et là, j'entre dans la 3e partie de cet exposé qui va concerner l'immunologie, disons la vaccination dans l'approche de la maladie, avec 2 approches complètement différentes. La vaccination prophylactique et l'immunothérapie, la vaccination thérapeutique. Alors, la vaccination, donc, ces 2 approches sont différentes dans leur concept et dans leur finalité. La vaccination prophylactique se fait à l'aide de pseudo-particules virales. On injecte chez les jeunes filles des virions, mais qui n'ont pas de génome, donc qui va permettre de faire multiplier les lymphocytes B, qui vont sécréter des anticorps. Ces anticorps vont avoir la capacité de se fixer contre les protéines virales, contre les virions, et vont prévenir contre l'infection persistante. Ça, c'est la vaccination prophylactique. Et puis, ce qu'on appelle la vaccination thérapeutique ou l'immunothérapie, elle ne va pas cibler les protéines d'enveloppe, parce que je vous ai dit qu'elles étaient perdues dans les carcinomes infiltrants, donc ça serait absurde, mais va essayer de susciter, d'avoir une réaction du système immunitaire contre les oncoprotéines virales, E6, E7, mais ce sera une immunité de type cellulaire, et dont l'objectif ne sera pas de viser une cellule,
mais ne sera pas de viser un virus, pardon, une protéine virale, mais sera de viser des cellules qui sont infectées, donc qui vont arborer à leur membrane des motifs viraux, mais des peptides viraux qui correspondent aux oncoprotéines 6 et 7. Donc je passerai plus de temps sur la vaccination prophylactique, mais je vais vous parler tout de suite de cette immunothérapie pour vous dire pourquoi je pense que c'est important. Il y a un article récent d'une équipe hollandaise de M. Milif qui a publié dans le New England Journal of Medicine que, en vaccinant des femmes qui avaient des lésions intraépithéliales vulvaires à l'aide de longs peptides qui couvraient E6, E7 d'HPV-16, eh bien, ils avaient eu une guérison dans un certain nombre de cas. Donc, et que cette guérison est vraiment due à une induction de l'immunothérapie, due à l'immunothérapie spécifique. Donc, c'est la preuve de concept que même quand on est au stade de lésion, de néoplasie constituée, ici c'est une lésion encore intraépithéliale, mais le système immunitaire, s'il est proprement activé, a la capacité de faire régresser les lésions. Bien, quand ce protocole avait été mis au point par l'équipe hollandaise, nous, en collaboration avec eux, on l'a essayé aussi, mais chez des patientes qui avaient non pas une néoplasie intraépithéliale, mais un carcinome infiltrant en récidive, en première ligne thérapeutique de la récidive avant la chimiothérapie, eh bien, on a pu observer qu'il était possible d'obtenir une immunité, une réaction du système immunitaire très forte contre ces protéines E6 chez ces patients. Malheureusement, nous n'avons pu traiter pour des raisons logistiques que 3 patientes. Nous avons eu à chaque fois un effet biologique net, mais nous n'avons pas eu d'effet clinique, pas de succès thérapeutique, probablement limité par le fait que la masse tumorale est importante en territoire irradié après la chimiothérapie. Et donc j'ai voulu introduire cela avec la notion qu'on avait maintenant l'ADN tumoral circulant et que notre objectif aujourd'hui, c'est de détecter les récidives précoces grâce à l'ADN tumoral circulant et de revenir avec un protocole d'immunothérapie qui sera probablement un protocole amélioré par rapport à celui-ci. Donc vous voyez, là on est à un niveau où on a aujourd'hui les moyens d'aborder avec des outils thérapeutiques innovants et des outils de suivi innovants une localisation, un cadre clinique qui est particulièrement grave, celui des récidives des cancers du col. Maintenant, je vous propose de passer quelques minutes sur la question de la vaccination prophylactique. Donc, comme vous le savez, ça fait environ une dizaine d'années qu'il a été montré par un essai contrôlé que la vaccination prophylactique à l'aide de vaccins contre HPV-16, mais depuis c'est HPV-16, HPV-18, avait la capacité de protéger, dans 100% des cas, les femmes contre des lésions liées à HPV-16. Alors un mot général sur les objectifs de la vaccination anti-HPV. Il y a, je dirais, 4 sortes d'objectifs. Un objectif immunologique. L'objectif, c'est d'obtenir une réponse anticorps humorale contre les protéines de capside et que cette réponse soit stable dans le temps, donc avoir une mémoire immunologique qui soit suffisamment prolongée pour protéger la femme pendant une bonne période de sa vie. Un objectif virologique, c'est donc la protection contre l'infection persistante. Un objectif clinique, maintenant, c'est la prévention des néoplasies liées aux HPV, ici HPV 16 et 18, qu'elles soient intraépithéliales ou infiltrantes, et puis prévenir la dissémination des lésions. Et puis un objectif de santé publique, diminuer l'incidence des néoplasies, diminuer l'incidence du cancer du col. Alors, quelles sont les recommandations actuelles en France? Les recommandations, c'est de vacciner les préadolescentes ou les adolescentes entre 14 et 23 ans, normalement avant les rapports sexuels ou dans la première année, dans l'année qui suit le premier rapport sexuel. La modalité pratique, c'est de pratiquer 3 injections à 1 mois d'intervalle. Le coût du vaccin est d'environ 400 €. Ce vaccin est pris en charge à 65% par le système de santé français, mais il est bien clair qu'il est nécessaire d'avoir un suivi gynécologique et un dépistage qui doivent être maintenus. Vous savez pourquoi? Parce que dans 70% des cas, les cancers sont liés à HPV-16 et 18, mais il y a les 30% qui restent. Donc, cette vaccination, pour efficace qu'elle soit, n'est efficace que contre 70% des cas de cancer.
Alors, maintenant, un aspect de santé publique, quels sont les coûts et quels sont les bénéfices? Les coûts, c'est celui du vaccin, je vous l'ai dit, environ 400 €, mais ce n'est pas seulement le vaccin, il faut aussi avoir les consultations médicales supplémentaires. En général, une consultation avant, et puis il y a les injections. Au cours des injections, il y avait une consultation médicale. Il y a aussi des programmes d'information et d'éducation, et puis on maintient le dépistage, c'est-à-dire que ce coût, le coût de la vaccination, c'est en plus du dépistage. Alors, quels sont les bénéfices attendus? Une baisse de la morbidité et de la mortalité. De la morbidité parce qu'on va diminuer les lésions intraépithéliales, donc c'est la morbidité. Et puis si on prévient les cancers infiltrants, on va diminuer aussi la mortalité. On va aussi diminuer les gestes diagnostiques et thérapeutiques, moins de colposcopie, moins de conisation, etc. Maintenant, un mot sur le rapport coût-efficacité par rapport au dépistage. La vaccination, je vous l'ai dit, en France coûte 405 €. Il faut savoir que ça représente le montant équivalent à 27 frottis. Le frottis coûte environ 15 €. Donc vous voyez, la vaccination coûte, si on fait 15 frottis, on fait environ 15 frottis au cours de la vie. Et vous voyez, la vaccination coûte 27 frottis. Ça veut dire que pour un vaccin administré, vous auriez de quoi dépister les néoplasies chez 2 personnes, chez 2 femmes, n'est-ce pas, pour le même montant d'argent. Mais bien sûr, si vous avez vacciné, vous aurez une diminution de morbidité dans la population vaccinée, et là, vous récupérez une partie de votre investissement. Maintenant, quelles sont les questions qui restent ouvertes dans notre pays? La première, celle sur laquelle je crois qu'il faut insister, c'est qu'environ 40% des femmes en France, à l'heure actuelle, n'ont pas de suivi gynécologique. Vous voyez, donc il y a toute une frange de la population qui ne bénéficie pas du suivi gynécologique et donc du dépistage par les moyens classiques des néoplasies intraépithéliales. Et c'est très vraisemblablement, enfin on le sait, c'est un groupe populationnel qui est défavorisé. Et donc il est fortement à craindre que le taux de couverture vaccinale soit moindre dans ces populations-là, qui sont des populations à risque. Voyez. Donc le grand risque, en tout cas dans notre pays, c'est de vacciner préférentiellement d'un groupe de populations de femmes qui sont déjà bien suivies et qui donc ne sont pas les personnes à risque de développer un cancer infiltrant. Donc on aura vraisemblablement une diminution de l'incidence des dysplasies, mais l'effet sur l'incidence des carcinomes infiltrants en France reste à démontrer à cause de cela, n'est-ce pas? Ensuite, eh bien, un point qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il y a des problèmes dans l'évaluation de l'impact de la vaccination. Il faut l'évaluer au niveau clinique, bien sûr, c'est l'incidence des lésions, au niveau virologique. Est-ce qu'on voit bien diminuer le taux de fréquence des virus selon ce qui est attendu? Et puis aussi, au niveau économique, combien ça coûte? La situation est très différente dans les pays émergents, parce que le dépistage peut être insuffisant ou n'est pas en place, et un réseau de dépistage est pas facile à mettre en place. Il faut former des cytopathologistes, des cytotechniciens, il faut former les gynécologues à faire des prélèvements. Par contre, quand il est efficace, l'effet est quasi immédiat, parce que vous avez détecté des lésions. Alors que quand vous vaccinez, l'effet de la vaccination au niveau populationnel, c'est 15 ans, 20 ans plus tard, n'est-ce pas, que vous l'observez, en tout cas au niveau des carcinomes infiltrants. Bon, la vaccination, elle, pose d'autres problèmes. Il y a des problèmes logistiques, de distribution, d'observance. Là, je le dis et je le répète, l'impact du programme de vaccination sera visible dans 10 à 20 ans. Donc si on démarre aujourd'hui dans un pays donné une vaccination à large échelle, l'effet bénéfique sera dans 10 à 20 ans, alors que si on fait un dépistage, l'effet est immédiat. Ce sera vraiment très intéressant d'avoir des examens de 2e génération qui auront un moindre coût, une cryopréservation qui sera facultative, l'injection d'une dose unique et surtout une protection simultanée contre d'autres génotypes, autres que les 16 et 18 dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Alors un mot maintenant sur la détection des HPV et le dépistage primaire des néoplasies. Je vous ai dit qu'il y a un grand débat sur la meilleure façon de dépister les lésions. Faut-il continuer à faire la cytologie telle qu'on le fait encore actuellement en France, ou peut-on passer directement à la virologie? On détecte non pas une lésion, mais un agent pathogène. Je l'ai illustré dans ma diapositive, il y a une grande différence entre infection et néoplasie. D'où l'importance de la tranche d'âge considérée. Je répète ce que j'ai dit au début de cet exposé, faire de la virologie, une détection virale chez les femmes de 20 ans, c'est idiot, parce qu'on va à ce moment-là avoir un risque de surdiagnostic et éventuellement de surtraitement qui risque d'être important. Et puis, il faut l'avoir aussi à l'esprit, il y a des cancers HPV négatifs, même si c'est que 4%, ça existe. Donc si vous avez un dépistage qui est basé uniquement sur la virologie,
vous allez rater un certain nombre de lésions qui sont des lésions HPV négatives, ça existe. Par contre, on peut tout à fait imaginer que c'est beaucoup plus facile de déployer un système de dépistage basé sur l'analyse virologique, parce que là, c'est automatisable immédiatement. On peut faire ça à large échelle, dans des laboratoires spécialisés, ça demande moins de savoir-faire qu'une détection qui est basée sur l'analyse cytologique des lésions. Un point pour finir, et ce sera ma dernière diapositive, c'est que si on aborde la question des néoplasies par les papillomavirus, il n'y a pas que le col utérin. D'abord, il y a d'autres tumeurs gynécologiques, les néoplasies vulvaires chez la femme jeune, alors que chez la femme âgée, les cancers de la vulve en général ne sont pas associés à des papillomavirus, mais chez les femmes jeunes, ils sont presque toujours associés. Néoplasies de la verge, qui sont peu fréquentes en France, mais très fréquentes dans certains pays, en particulier en Amérique du Sud. Les néoplasies du canal anal, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est pratiquement le même problème que pour les cancers du col utérin. Il y a une jonction entre un épithélium malpigien, celui de l'anus, et un épithélium glandulaire, celui du rectum. Et à cette jonction se développent des néoplasies. Ça a bien été montré chez les patients immunodéprimés qui, par exemple, ont une infection par le virus HIV, que les néoplasies du canal anal sont fréquentes. Et on trouve à peu près la même fréquence d'association dans le cancer du canal anal que dans le cancer du col. Et puis, c'est un problème très important qui occupe beaucoup les gens à l'heure actuelle, c'est que dans environ 20% des cancers de la tête et du cou, des carcinomes ORL, il y a également des séquences de papillomavirus qui sont associées. C'est un facteur c'est un facteur de bon pronostic. Le fait de présenter un cancer HPV+, tête et cou, c'est un facteur favorable. En général, ces lésions répondent mieux au traitement. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est parce qu'elles prolifèrent à un niveau plus élevé et donc elles sont plus, elles sont plus sensibles à la chimiothérapie, à la radiothérapie. Et puis, c'est une cible thérapeutique potentielle. Ça a bien été montré encore récemment au Congrès dans certains types de lésions, en particulier les papillomatoses laryngées étendues, vous savez, qui sont chez le jeune enfant. Eh bien, il est possible de les traiter en visant les protéines virales. Et donc là, il y a tout un champ thérapeutique qui est accessible et qui concerne d'autres types de patientes, mais les cancers tête et cou sont extrêmement fréquents par le monde. Donc là, il y a tout un champ d'application thérapeutique de la présence de l'identification et de la présence des séquences virales à ce niveau. Et je voudrais, dans la dernière diapositive, remercier tous les gens, bien sûr, qui ont travaillé avec moi et qui ont fourni la quasi-totalité des informations que je vous ai présentées, qu'ils soient généticiens, comme Jérôme Couturier, qu'ils soient oncologues, ou bien biologistes, comme Martine Peter, qui a fait toute la biologie moléculaire, mais en collaboration avec d'autres personnes. Je vous remercie de votre attention et je serai bien sûr ravi de parler avec vous et d'échanger sur cette problématique.